Je n'étais pas censée être parmi vous. Donc hier, Kevin m'a gentiment demandé si j'avais quelque chose sous le coude à vous présenter. Je vous présente aujourd'hui un PowerPoint que j'avais fait l'année dernière lors de la conférence de fin de projet à Francfort, portant sur les conflits à la préhistoire, enfin préhistoire, proto-histoire, les conflits préhistoriques. Donc le PowerPoint est en anglais, mais il y a des choses qu'on a déjà un peu entendues, et donc ça devrait faire un peu écho à ce qu'on a déjà vu hier avant-hier. Je l'avais intitulé y a-t-il des conflits à l'âge du bronze dans l'est de la Hesse, donc en Allemagne, à partir des études du site du Zengersberg qu'on a vu brièvement dans la présentation de Cyril. Donc, le site du Zengersberg est situé à 18 km au nord-ouest de Fulda, donc à l'est de la Hesse. Il est situé sur une hauteur de 494 mètres. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a à proximité trois cours d'eau qui nous intéressent, donc Schlitz, Fulda et Lüder, qui sont notamment connus pour leurs sources salées. Donc, le site avait été prospecté par Van der Rohe en 1901, où il avait pu déjà établir qu'on avait une fortification en pierre. Il parlait même de blocs cyclopéens, mais il n'avait pas pu établir de datation. Et donc, dans le cadre du projet Prähistorische Konfliktforschung à Francfort, on a pu réaliser donc 15 semaines de fouilles sur ce site, donc avec 5 tranchées que vous voyez donc vraiment concentrées ici au nord-ouest du site, ce qui représente voilà, une surface de 168 mètres carrés qui ont été fouillés. Donc la fortification fait 1,1 km de long et enceint 2 sommets avec une superficie d'environ 6,7 hectares. On a pu réaliser aussi des prospections géomagnétiques, donc environ 8000 mètres carrés. Donc vous avez ça sur l'image LIDAR. Et donc on voit effectivement que la fortification a une forte résonance magnétique. On en reparlera après. On a pu établir un profil dans la tranchée nord du mur. Donc on se rend compte qu'on a donc sur le profil en dessous, vous avez ici une coupe du mur donc avec une largeur de 3 à 4 mètres. On voit que sur le devant, donc ici on est à l'extérieur de la fortification, on a des rangées de gros blocs qu'on retrouve à différents emplacements. Donc je pense que pour la plupart des gens qui assistent à la journée d'actualité de l'APRA, vous allez commencer à être familier avec le site du Zengersberg. Donc une fortification qui est en basalte et grès, et donc une structure interne avec des constructions en bois, puisqu'on a un certain nombre de trous de poteaux qui ont été identifiés. Alors ce que je vous propose ici, en fait, c'est une suite de réflexions et de questions que j'avais menées dans le cadre de cette conférence qui partait sur les traces de conflits. Donc le premier élément qu'on peut observer sur le site du Zengersberg, c'est qu'on a dans la fortification un certain nombre de morceaux de basalte fondu. D'ailleurs, dans la littérature, on parle de Schlagenwald, donc les vitrified forts, comme on vient de voir les exemples, notamment en Roumanie de Santana et Cornești. C'est une première observation, et donc il nous pose un certain nombre de questions. Alors, sur l'apparition en fait, de ces blocs de basalte fondu, alors est-ce qu'on a eu affaire à un incendie ? Une petite difficulté, c'est que donc, comme vous pouvez voir sur le dernier plan de fouille, on a très très peu de traces de charbon de bois et on n'a pas du tout de sol rubéfié. Comment expliquer la présence de ces blocs de basalte fondu dans la fortification ? Donc on va faire appel ensuite à des analyses géologiques pour se poser la question, a-t-on affaire à une combustion primaire ou secondaire de ces blocs
Et il se trouve en fait que donc, la première combustion primaire, j'entends, on a affaire à de la lave, donc un élément naturel, alors que combustion secondaire, on aurait l'intervention d'une activité humaine. Et la première observation des géologues, ça a été de me dire que ces blocs, comme vous pouvez voir sur la photo, sont très très poreux, ce qui est a priori assez inhabituel naturellement. Et donc pour eux, parlerait plutôt pour une combustion secondaire. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que sur le site, on a ramassé d'autres échantillons de basalte, et le basalte présent sur le site n'est jamais poreux, il est au contraire très très dense, et donc tous ces morceaux de basalte fondu sont vraiment concentrés dans la fortification. Donc si on veut parler donc de combustion secondaire, on peut envisager deux hypothèses. Celle effectivement peut-être d'un incendie. Alors comment expliquer le fait qu'on n'ait pas de sol rubéfié ou peu de charbon de bois? Dans ma réflexion, je m'étais dit que peut-être on aurait juste une très légère structure en bois, alors peut-être juste une palissade sur le sommet en bois, ce qui fait que l'incendie ne pourrait pas pénétrer jusque dans les structures profondes, et donc avec un cœur finalement de fortification en pierre et très peu de poteaux de bois à l'intérieur. Ou alors, on a par exemple en Allemagne sur le site du Alkönig des scories de fer qui ont été rejetées dans la fortification, et donc ça serait éventuellement une autre possibilité, c'est d'avoir une activité humaine impliquant des processus de très haute température ayant un impact sur des blocs de basalte qui ensuite auraient été rejetés dans cette zone de fortification. Donc voilà, c'est une question qui reste bien évidemment ouverte, mais par contre, donc s'il y a eu incendie ou pas, on a d'autres traces qui nous laissent quand même penser à un conflit sur le site du Zengersberg. Excuse-moi, Kevin. Alors, on a effectivement trouvé un certain nombre d'armes sur le site, toutes concentrées donc, le long de la fortification, qu'on peut très bien voir ici. Et ici, on a une espèce d'avancée, de pré-rempart, où on a aussi un certain nombre de pointes de flèches qui ont été trouvées. Donc, en tout, on a 25 pointes de flèches qui sont en rouge, et donc une pointe de lance, le triangle vert. La pointe de lance mesure 18 cm de long avec 2 trous de rivets. De par sa taille, on pense qu'elle a été aiguisée un certain nombre de fois et qu'elle n'est plus donc, dans son état originel. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'intérieur, on avait encore des restes de bois qu'on a pu faire dater et identifier. Et donc, on sait que la hampe de cette lance était fabriquée en frêne, ce qui correspond en fait à la majorité des essences de bois qui ont été identifiées pour l'âge du bronze pour ce type d'objet. L'avantage du frêne, donc, c'est que effectivement, c'est robuste, stable, flexible et élastique, et que ça absorbe les coups. Donc, c'est effectivement très intéressant d'utiliser ce matériel. Et on a même pu identifier en fait la technique de fabrication de la hampe. C'est dans la littérature allemande sous le terme de Spanschäftung. Donc, je suis navrée pour les noms germanistes, je ne sais pas comment traduire en français. Donc ce que vous voyez en fait, c'est qu'on prend une branche ou un petit tronc, et donc en fait on va tailler la hampe de manière à avoir quelque chose de rond. On ne va pas prendre une branche déjà toute faite. Et donc ça a pu être identifié donc, à l'aide des cercles de croissance du bois. Et donc c'est une technique qui est très bien attestée depuis l'âge du bronze jusqu'au Moyen-Âge. Donc voici les pointes de flèche que vous avez peut-être déjà vues. Donc sur la photo, vous en avez 23. C'est ce que nous avons eu au cours des fouilles et aussi à l'aide de détecteurs de métaux, parce que c'est quand même très petit et pas du tout évident à trouver. On a fait aussi plusieurs prospections, alors toujours encadrées avec les archéologues locaux. Et donc en tout, on en est à 25 pointes de flèche, donc 18 à douille, 3 qui ont des barbelures et 4 à languettes. Ce qu'on peut observer, c'est que les pointes sont toujours cassées ou recourbées, et donc signifie clairement qu'il y a eu un impact sur le mur, et donc de par leur présence au niveau des fortifications, sont pour nous le fait d'attaquants.
Et donc on en arrive à se poser la question, effectivement, dans la littérature plutôt ancienne, on avait tendance à dire bon, la pointe de flèche, c'était pas une arme de guerre. Bon, finalement, on a vu pas mal d'exemples déjà hier que, au contraire, les pointes de flèche, l'arc et la flèche étaient utilisés pour combattre. Et donc, je me suis donc posé cette question, donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on a déjà vu un certain nombre d'exemples comme à Tollense. Il y a le cimetière de Olmo di Nogara qui est qualifié de cimetière de guerriers puisqu'il y a beaucoup de traumas, de violences, donc qui est assez intéressant. Et puis ce qui est intéressant aussi, qui est moins connu, c'est cet exemple à Klings, donc en Allemagne centrale, qui se trouve seulement à 60 km du Zengersberg, donc on est vraiment dans la même région. Et donc là, on a une pointe de flèche qui est restée fichée dans la 5e vertèbre et qui a, s'il n'a pas causé la mort de ce monsieur, l'a fortement paralysé. Ensuite, on a parlé déjà hier aussi des balles de fronde. Alors ici, c'est pareil, c'est vraiment une hypothèse de travail. On a ramassé dans la fortification un certain nombre de galets. Alors ils ont l'air un peu informes, mais quand on regarde la géologie du site, ils n'appartiennent pas du tout à ce qu'on peut avoir au sommet du site. Donc on s'est posé la question si on ne pouvait pas avoir affaire à effectivement une technique de combat avec des balles de fronde, sachant que c'est une technique effectivement très connue à l'âge du bronze dans les sociétés Proche-Orient méditerranéennes. Donc on peut tout à fait s'imaginer qu'ils ont eu recours en Europe centrale. Et le fait que de simples galets soient utilisés comme projectiles est également attesté. On a une étude de Korfmann, notamment je crois chez les Hittites, qui montre effectivement l'efficacité de ces projectiles. Alors, juste une petite étude vite fait, on avait entre 40 et 119 grammes par pierre, et ça correspond tout à fait à la moyenne qu'on peut trouver pour ce type de projectile. Voilà. Donc, je vais passer vite fait sur Alizé, puisqu'on a eu la chance d'avoir une présentation de Cyril hier. Mais donc voilà, c'est une arme assez efficace avec une portée de 100 à 200 mètres selon la plupart des études. Donc on peut passer. Voilà. Donc j'en arrive à la datation du site. Donc on a fait pas mal d'échantillons archéobotaniques et puis on a eu la chance effectivement d'avoir quelques restes de bois dans la pointe de lance et une pointe de flèche. Alors les deux dates, on avait 8 datations, une du Moyen-Âge, les 7 autres à l'âge du bronze. Les deux qui sont rayées, donc on en a une qui est clairement sous la fortification qui date du bronze ancien. Et la dernière qui est la plus récente en fait correspond à du sédiment qui s'était glissé dans la douille de la flèche. Donc on ne les prend pas en compte. Et donc ce qui est intéressant, c'est que donc, voilà, si on combine tous ces résultats, on arrive à une datation à la fin du bronze moyen et pas à la fin du bronze final comme on aurait supposé au départ. Et donc ce qui en fait, a priori, pour l'état actuel de la recherche, le plus vieux site fortifié de l'âge du bronze dans la région de Hesse. Donc si on s'intéresse un peu au contexte plus régional et qu'on regarde ce qui se passe autour de ce site du Zengersberg, on se rend compte donc pendant le bronze moyen, on a a priori une occupation très dense puisqu'on a une très 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 forte concentration de tumuli, plusieurs centaines de tumuli que vous avez ici sur la carte, vraiment au pied. Ici, on est à côté du Stangelsberg, donc on est vraiment là, on est à 2 km de Zengersberg, et donc ici, dans toute la vallée entre Fulda et Luder, on a un certain nombre de concentrations de tumuli. Mais on a un gros problème, c'est qu'on n'a pas du tout d'habitat, on a très peu de fosses et de couches de culture matérielle, alors que dans la région de Fulda, on a un bassin qui est rempli de leuses, des sources salées dont on pense qu'elles ont pu être exploitées à l'âge du bronze. Et donc l'idée, ce serait d'avoir peut-être un site d'habitat sur le Zengersberg au bronze moyen. Si on parle de violence, c'est pareil, là je n'ai pas besoin de détailler puisqu'on a vu un certain nombre d'exemples,
Mais vous voyez qu'effectivement, si on regarde un peu l'âge du bronze moyen, on a un certain nombre d'évidences de conflits, que ce soit des conflits interpersonnels ou entre groupes. Et juste là, je vous remets, donc on a Zengersberg ici, on a effectivement Klings à 60 km, et puis vous voyez qu'ici, à proximité, donc à Allemagne centrale, on a d'autres exemples de conflits et de violences attestés. Enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est cette transition du bronze moyen au bronze final dans la région, puisque effectivement, on constate une très grosse différence. Donc le Zengersberg est en rouge. Donc vous voyez cette forte concentration de sites archéologiques qui ont été recensés, voire fouillés au bronze moyen. Et puis donc on en a 36 dans cette zone. Et puis à l'âge du bronze final, on passe à seulement 16 sites. Donc, comment expliquer cette baisse importante du nombre de sites à cette transition? On a aussi une différence culturelle assez marquante, c'est qu'au bronze moyen, le site du Zengersberg fait partie du groupe culturel Fulda Vera, qui est très connu, très marqué, très homogène et indépendant. Et quand on arrive à l'âge du bronze final, ce groupe semble disparaître totalement, c'est-à-dire qu'on retrouve un métissage de culture avec des influences des voisins tels que le Unstrut-Gruppe ou le nord de la Bavière. Donc mon hypothèse finale, ce serait effectivement de se poser la question, est-ce que le site du Zengersberg est un indice d'une période de crise et de conflit à la fin du bronze moyen et qu'on pourrait du coup mettre en lien donc, entre le conflit armé du Zengersberg et ce fort déclin de population au début du bronze final. Je vous remercie.